Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Aden Aïdji, étudiant en 5e année médecine, et dans cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les bases d'interprétation d'un ECG normal. Dans cette quatrième et dernière partie, on va aborder ensemble l'analyse du complexe QRS, le segment ST, l'onde T, l'onde U et l'intervalle QT. Avant de commencer l'analyse du complexe QRS, on doit tout d'abord maîtriser sa nomenclature. Et la méthode est assez simple. On doit tout d'abord rechercher la première onde positive qu'on appellera R. Une onde qui vient avant cette première onde positive R ne peut être que négative et elle sera nommée Q. Or, une onde qui vient juste après R peut être soit négative et dans ce cas-là, on l'appellera S, ou bien positive et elle sera dite R'. Une dernière remarque, une onde ample s'écrit en majuscule alors qu'une onde peu ample s'écrit en minuscule. Prenons des exemples. Pour ce premier cas, la première onde positive, elle sera dite R. Une onde qui vient juste avant, elle est négative, elle sera dite Q. Et une onde négative qui vient juste après R, elle est dite S. Une onde ample en majuscule, une onde peu ample en minuscule. Et le complexe sera dit Q minuscule, R majuscule et S minuscule. Un deuxième exemple, la première onde positive, c'est R. Une onde négative qui vient juste après, elle sera dite S. Une onde ample, c'est en majuscule, et une onde peu ample, c'est en minuscule. Un troisième exemple, la première onde positive, c'est R. Une onde négative qui vient juste après, c'est S. Et les deux ondes sont amples, donc R et S en majuscule. Et c'est le cas pour ces deux derniers exemples aussi. Enfin, on a quelques cas particuliers. On peut parfois avoir une seule onde positive avec un crochetage, qu'on appellera R crocheté. Pour plus de précision, ce crochetage peut intéresser la branche ascendante. Dans ce cas-là, on écrit petit r, grand R prime, ou bien ce crochetage peut intéresser la branche descendante. Et dans ce cas-là, on écrit grand R, petit r prime. De la même façon, une seule onde négative sera dite QS. Tout simplement, grand Q, grand S s'il n'y a pas de crochetage, petit q, grand S si le crochetage intéresse la partie descendante, et Q majuscule, S minuscule si le crochetage intéresse la partie ascendante. On commence alors l'interprétation du complexe QRS par l'interprétation de l'amplitude. Un complexe QRS a une amplitude minimale et une amplitude maximale. Pour l'amplitude minimale, elle se définit comme suivant. Au niveau des dérivations frontales, on doit retrouver au moins une onde R qui dépasse les 5 mm, ce qui est le cas ici en D2. L'onde R, elle dépasse les 5 mm. Et pour les dérivations précordiales, on doit trouver au moins une onde R ou S qui dépasse les 15 mm. Et ce qui est le cas ici en V4 par exemple. Pour la pathologie, devant un complexe QRS qui ne valide pas ces deux critères, on doit évoquer un microvoltage, par exemple dans le cas d'une péritardite aiguë avec épanchement, etc. Maintenant, pour l'amplitude maximale, on doit calculer des indices pour pouvoir juger. Le premier indice s'appelle indice de Sokolow et il est défini comme la somme de S en V1, voilà, plus la plus grande R entre V5 et V6. Et dans notre cas, c'est en V5. Alors, pour notre cas, c'est à peu près 7 mm plus 10 mm et c'est égal à 17 mm. Cet indice ne doit pas dépasser 35 ou 45 si la personne est jeune. Le second indice s'appelle indice de Cornell et se calcule comme suivant. R en AVL plus S en V3, toujours en valeur absolue. Dans notre cas, c'est 2 mm plus
7 mm et C 9 mm. Cet indice ne doit pas dépasser 28 chez l'homme et 20 mm chez la femme. Pour la pathologie, devant des indices augmentés, on doit évoquer toujours une HVG. On arrive à la durée du complexe QRS. Dans le cas normal, elle ne doit pas dépasser les 0,08 secondes, c'est-à-dire 2 petits carreaux. Et c'est le cas pour notre tracé. Maintenant, pour la pathologie, ça consiste essentiellement à l'élargissement du complexe QRS, parce qu'il n'y a pas plus fin que 0,08 secondes. Sachant que devant un complexe QRS large qui dépasse les 0,08 secondes, il faut évoquer un rythme ventriculaire, un bloc de bronche ou bien un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Maintenant, en ce qui concerne l'axe du complexe QRS, il faut tout d'abord savoir que l'axe se recherche exclusivement sur les dérivations frontales et non pas sur les dérivations précordiales, c'est-à-dire D1, D2, D3, AVR, AVL et AVF. Et cela se fait en utilisant le double triaxe de Bailey. La méthode, elle est assez simple. Tout d'abord, sur le tracé, on recherche le QRS le plus positif. Dans notre cas, c'est la D2. On dit alors que l'axe est aux alentours du D2. Mais cet axe-là, il peut être un peu avant D2 ou un peu après. Maintenant, sur le double triaxe de Bailey, voilà, sur le double triaxe de Bailey, on recherche la dérivation perpendiculaire de cette D2. Et sur le schéma, la perpendiculaire du D2, c'est AVL. Et on individualise 3 cas de figure selon si le QRS en AVL est positif, négatif ou isodiphasique. Si le QRS en AVL, il est positif, notre axe, il sera juste avant D2. Si le QRS sur AVL est négatif, notre axe sera juste après D2. Et si le QRS sur la dérivation AVL est isodiphasique, notre axe sera exactement sur la D2. Dans notre cas, pour l'AVL, le complexe QRS est isodiphasique, donc l'axe est exactement sur la D2, c'est-à-dire à plus 60 degrés. Pour l'interprétation des résultats, un axe normal doit être compris entre moins 30 degrés et plus 90 degrés. Si l'axe dépasse les 90 degrés, on parle d'un axe dévié à droite. Et si l'axe est inférieur à moins 30 degrés, on parle d'un axe dévié à gauche. Dans notre cas, l'axe il est à plus 60 degrés, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, si cette méthode semble un peu compliquée, il y a une simple astuce qui vous permet de savoir si l'axe est normal en une fraction de seconde. En gros, un axe ne peut être normal, c'est-à-dire compris entre moins 30 et plus 90 degrés, que si et seulement si le QRS en D1 et en D2 est positif. Il s'agit des mathématiques là, et vous pouvez démontrer ça très facilement. Alors, ça c'est la D1. Pour réaliser la condition D1 positive, il faut éliminer cette partie-là. Maintenant, ça c'est la D2, et pour réaliser la condition D2 positive, il faut éliminer cette deuxième partie-là. L'union des deux conditions équivaut à la suppression des deux parties ensemble. Et voilà, ça nous reste que les cas où l'axe des QRS est normal. Pour notre ECG, le QRS est positif en D1 et en D2, l'axe il est donc normal. Voilà. On arrive finalement à la dernière partie qui est la morphologie du complexe QRS. Deux points essentiels doivent être abordés, l'onde de Q et la transition des QRS. Pour l'onde de Q, elle doit être présente obligatoirement sur la dérivation V5 et V6 et elle traduit la dépolarisation septale.
Elle peut être présente parfois en D1, D2, D3 et ABF. Et dans tous ces cas-là, l'onde de Q ne doit pas dépasser les 0,03 secondes en durée et les 3 mm en amplitude. Sinon, on parlera d'une onde de Q pathologique et parfois d'une onde de Q de nécrose. Deuxième point à aborder, c'est la transition des QRS. En fait, l'aspect des QRS varie d'une dérivation à une autre. Pour les dérivations précordiales droite V1 et V2, on a un aspect petit r, grand S et parfois petit r prime, avec prédominance de l'onde S. Donc S est strictement supérieur à R, donc le rapport petit r sur grand S sera inférieur à 1. Maintenant, pour les dérivations précordiales V3 et V4, on a un aspect grand R, grand S presque égal en amplitude, donc le rapport R sur S sera égal à 1. Pour les dérivations gauche V5 et V6, on a un aspect petit q, grand R, petit s, avec prédominance de l'onde R. R est strictement supérieur à S. Donc le rapport R sur S, il est généralement supérieur à 2. Allant de V1 jusqu'à V6, on remarque une croissance progressive de l'onde R et une décroissance progressive de l'onde S. Et c'est ce qu'on appelle une transition normale des QRS. On arrive maintenant au segment ST. Dans le cas normal, le segment ST doit être isoélectrique, et c'est le cas pour notre tracé. Maintenant, en pathologie, on parle d'un sus-décalage du segment ST si le point J est aussi sus-décalé. Ce sus-décalage peut être convexe vers le haut, englobant parfois l'onde T, réalisant l'aspect typique d'une onde par D, qu'on retrouve lors d'un syndrome coronarien aigu ST+. Comme il peut être concave vers le haut, et s'il est diffus, il faut penser à une péricardite aiguë. Ça, c'était pour le sus-décalage du segment ST. On peut parfois aussi avoir un sous-décalage du segment ST, qui peut être descendant, horizontal, ascendant ou parfois même en cupule. Et le pronostic va changer selon la forme. Maintenant, pour l'onde T, on va suivre toujours le même plan Adam. Alors, pour l'amplitude, une onde T physiologique doit être comprise entre le 1/6 et les 2/3 de l'onde R qui la précède. En dessous de 1/6, on parle d'onde T aplatie, voire même isoélectrique. Et en dessus de 2/3, on parle d'onde T ample. Pour la durée, on s'intéresse plutôt à la mesure de l'intervalle QT qu'on va aborder juste après. Là, ce n'est pas trop important. Et maintenant, pour la morphologie de l'onde T, il faut préciser que l'onde T, elle est généralement positive. Voilà. Mais elle peut être parfois négative à une condition que le QRS soit aussi négatif. Et ce qui est l'exemple pour V1 et ABR. Onde T négative, QRS négatif, donc c'est tout à fait normal. Il faut noter aussi que l'onde T est asymétrique avec une partie ascendante lente et une partie descendante rapide. Maintenant, pour l'onde U, une seule information est à apprendre par cœur. Une onde U, si elle est pathologique, elle doit évoquer une hypocalémie. On arrive maintenant à l'intervalle QT. Il faut tout d'abord savoir que cet intervalle s'étend du début du complexe QRS jusqu'à la fin de l'onde T. En effet, c'est l'ensemble du complexe QRS, le segment ST et l'onde T. L'intervalle QT varie en fonction de la fréquence cardiaque. Et donc, pour le mesurer, on doit utiliser une formule appelée formule de Bazet, qui dit que le QT corrigé est égal au QT mesuré sur la racine carrée de la distance entre deux R successifs, le tout en unité seconde. Pour notre cas ici,
le tuté mesuré est à 10 mm. 10 mm fois 0,04 secondes, ça nous donne 0,400 secondes. Maintenant, la distance R, elle est à 22 mm. 22 mm fois 0,04 secondes, ça nous donne 0,88 secondes. On applique la formule 0,4 sur la racine carrée de 0,88, ça nous donne 0,426 secondes. Et un intervalle QT ne doit pas dépasser les 450 millisecondes chez l'homme et les 470 millisecondes chez la femme. Sinon, on parle d'un QT long. Maintenant, après avoir fait tout ce tour-là, et afin de dépister les anomalies paroxystiques, on doit analyser le tracé ECG dans le temps, d'où l'intérêt de la dérivation des deux langues. Mais aussi, on doit le comparer avec les tracés antérieurs, si on a. Enfin, et avant de conclure, on essaie de regrouper les différentes anomalies retrouvées lors de notre analyse pour aboutir à un diagnostic électrique, sans oublier bien sûr l'examen clinique du patient qui reste primordial. Alors, une conclusion pour notre ECG, il s'agit d'un tracé tout simplement normal et typique sans anomalie. À la fin de cette série vidéo, vous décidez, toi et ton meilleur ami, d'aller aux urgences de cardiologie pour pratiquer un peu vos connaissances. Mais malheureusement, vous avez trouvé le pavillon d'urgence vide. Ton ami se porte alors volontaire pour que tu lui réalises un ECG. Tu places les électrodes comme on a appris ensemble, et puis tu cliques sur le bouton imprimer. Et voilà le tracé que tu as eu. Quel est votre diagnostic et votre conduite à tenir, sachant que si tu n'agis pas très vite, il y a cette équipe d'inconnus qui attend ton meilleur ami dehors. J'attends vos réponses sur les commentaires. On arrive à la fin de cette série ECG normale. J'espère que vous avez apprécié les différentes présentations et à bientôt pour d'autres sujets, Inch'Allah.